Alors bonjour, aujourd'hui je vous présente un article qui est paru dans le Journal of American College of Cardiology. C'est un article qui va faire une comparaison directe entre deux ballons actifs au paclitaxel pour des lésions fémoro-poplitées. À noter que notre cher professeur Goific est un des auteurs. L'équipe de Saint-Joseph. D'accord, c'est toute l'équipe. Non, c'est pas toute l'équipe, mais en partie. D'accord. Euh, donc tout d'abord, pour se mettre un peu dans le contexte, il faut savoir que le paclitaxel il inhibe la prolifération des cellules musculaires lisses au niveau des vaisseaux où il va agir, et il va inhiber l'hyperplasie intimale. Et la sécurité et l'efficacité de cette molécule a été largement étudiée dans plusieurs études. Et les différents drug-coated balloons, des ballons actifs qui sont commercialisés, ils ont une dose de paclitaxel qui va différer de 2 à 3,5 microgrammes par millimètre carré de surface de ballon. Et ils vont différer également dans la formulation du paclitaxel qui est utilisé et dans la technologie du revêtement sur le ballon. Et il n'y a que de rares, très très rares études, il y en a deux ou trois, je crois, de comparaison directe entre deux différents ballons actifs au paclitaxel. Parce que jusqu'à présent, le comparateur préféré des CB, c'était l'angioplastie. Le ballon normal Ils se sont versus. comparés quasiment qu'à C'est ça. l'angioplastie. C'est-à-dire chaque marque elle va, par exemple, chez Impact, ils vont comparer le ballon actif et non actif l'un à l'autre. Et Ouais. pas Alors ça, c'était valable de. lorsqu'ils ont commencé en 2014 les premiers ballons, mais maintenant, comme c'est comment dire, une technologie approuvée, la seule moyen de mettre, enfin, c'est considéré comme non éthique de comparer le ballon actif versus le ballon nu, en tout cas pour l'indication faiblement compliquée. Et c'est pour ça qu'ils le comparent par rapport à un Notre autre ballon. ballon. D'accord. Donc l'objectif de cette étude, c'est déjà l'étude a été nommée BioPact et c'est un essai clinique randomisé qui va analyser donc l'efficacité et la sûreté, la sécurité de deux ballons actifs disponibles commercialement qui ont une dose quasiment similaire de paclitaxel, mais qui vont avoir une matrice de diffusion qui va différer. Donc, on va comparer le dispositif, le Paseo 18 Lux, qui est un ballon actif de chez Biotronic, versus le Impact Admiral, qui est un ballon actif, qui est le groupe témoin, qui est un ballon actif de chez Medtronic. Alors pourquoi le Impact? Parce que c'est le ballon le plus étudié jusqu'à présent. C'est celui sur lequel on a le plus de données. Donc les objectifs de l'étude, donc comparer que le Paseo 18 était uniformément recouvert de 3 microgrammes de paclitaxel, microcristallin incorporé dans une matrice de diffusion hydrophobe qui était le citrate de butyryltriexyle et le Impact qui contient 3,5 microgrammes de paclitaxel incorporé de manière homogène dans une formulation urée hydrophile qui vont différer surtout à ce niveau-là. Et les objectifs de cette étude randomisée, c'était de réaliser une comparaison directe entre les deux ballons décrits, éviter les effets de classe dans l'analyse entre les deux groupes, fournir davantage de données sur la sécurité dans la discussion sur le paclitaxel. Ça vient du fait que ce dont j'avais parlé dans ma précédente présentation, du débat qu'il y a eu pendant un moment sur le paclitaxel et du danger du paclitaxel, se disant qu'il augmente la mortalité à 2 ou 5 ans. Et cette étude aussi a pour but d'ajouter plus de données sur l'efficacité des ballons actifs testés pour guider justement les autorités et les organismes qui vont rembourser les soins de santé. Euh, les méthodes, alors l'étude, comment elle a été conçue, c'était une étude prospective multicentrique, randomisée, qui a été initiée par des médecins. Elle a été appelée, donc, comme je disais, BioPact. Il y a 302 patients distribués dans un ratio de 1 pour le traitement avec le Paseo 18, qui est le dispositif étudié, et le Impact Admiral, groupe témoin, pour la vérification de la non-infériorité d'un dispositif par rapport à l'autre. Donc, critères d'inclusion des malades, il faut que les patients aient des catégories cliniques de Rutherford allant de 2 à 4, des lésions sténotiques uniques ou tandem inférieures ou égales à 180 mm avec une sténose de plus de 70%, ou alors une lésion occluse de moins de 120 mm située entre l'ostium de la FS et l'extrémité proximale de l'artère poplitée,
Et les critères d'exclusion, c'était l'ischémie aiguë de membre, une intervention sur le vaisseau cible au cours des 90 derniers jours, tout traitement percutané des membres inférieurs dans le membre ipsilatéral avec à l'aide d'un stent actif au paclitaxel ou d'un ballon actif au cours des 90 derniers jours. Et un autre critère d'exclusion, c'était qu'il y ait eu une ATL de la lésion cible à l'aide d'un ballon actif au cours des 180 derniers jours. Et donc avant l'intervention, avant la procédure, il y a eu un recueil de ces données, les informations sur les données démographiques, l'index bras-cheville, le stade clinique de Rutherford, les médicaments, l'examen physique, le questionnaire sur les limitations de la marche, le Walking Impairment Questionnaire, les antécédents médicaux, les tests biologiques. Et concernant le score de les limitations de la marche, c'est le résultat de l'analyse des problèmes spécifiques de la maladie artérielle périphérique, les comorbidités, la distance de marche, la vitesse de marche et la capacité à monter les escaliers. L'intervention chirurgicale, donc, il était obligatoire dans chaque cas de prédilater la lésion cible pendant 90 secondes avec un ballon simple, non actif. Et après la prédilatation, une fois qu'elle est réussie et qu'on a confirmé les critères d'inclusion et d'exclusion angiographique, artériographique, chaque patient était randomisé un pour un. Donc, une fois que le patient était randomisé, il va avoir donc le traitement par le ballon actif. Et le ballon actif était gonflé à une pression nominale au moins, pendant au moins 180 secondes. Et un succès a été défini comme une restauration de la lésion cible avec une sténose résiduelle inférieure à 30%. Il y a peut-être un point qui manque, qui est aussi très important, c'est que lorsqu'on fait une prédilatation d'une lésion à 40 mm, le ballon actif 5 mm au-dessus, 5 mm en doit dessous. être Et s'il y a, voilà. et s'il y a une zone de chevauchement entre les deux, il faut qu'elle soit d'un centimètre. Voilà, ça c'est, je pense que c'est très très important, et y compris pour la pratique quotidienne, de rappeler que le ballon actif doit excéder d'au moins 1,5 cm les Au-dessus et en marges de dessous. l'anus. C'est vraiment fondamental parce qu'autrement on va se retrouver avec des sténoses, ce qu'on appelle des edge stenosis Sur aux les bords. extrémités. Ouais. Donc ensuite, comment était évalué le suivi des patients? Il y avait un suivi clinique qui a été fait via les visites, les consultations des patients à 1, 6, 12, 24, 36, 48 et 60 mois. Dans cet article, on en est juste à 12 mois. Donc là, l'étude est encore en cours, elle sera finie en 2000, je sais plus, 2028, je crois. Bref. Euh, donc les critères d'évaluation chez les patients, c'était quoi? On avait le critères d'efficacité et critères de sûreté, de sécurité. Donc pour les critères d'efficacité, c'était l'absence de revascularisation de la lésion cible, motivée cliniquement à 12 mois. C'est-à-dire que c'était défini comme toute réintervention sur la lésion cible en raison d'un symptôme ou d'une diminution de l'index bras-cheville de plus de 20% ou de diminution de 0,15 par rapport à l'index post-procédural. Et le critère de sûreté principal, c'était un critère composite qui comprenait l'absence de décès lié au dispositif ou à la procédure jusqu'à 30 jours après l'intervention et l'absence d'amputation majeure du membre et l'absence de revascularisation de l'artère cible motivée cliniquement jusqu'à 12 mois après l'intervention. Et les critères d'évaluation secondaire, c'était succès immédiat du dispositif, le succès procédural, la perméabilité primaire, des événements indésirables majeurs, l'amélioration clinique et durable, ainsi que le changement du score de la marche, et le changement du stade clinique de Rutherford, et le changement de l'index bras-cheville au repos, entre 6 et 12 mois. Donc pour les résultats, au total, on a eu, donc, comme je disais, 302 patients qui ont été randomisés entre avril 2019 et septembre 2021. Il y a 14 centres européens. Il y a en Belgique 59% des centres, en Autriche 27%, en France 12% et en Suisse 0,3%. Et pour un patient randomisé dans le groupe Impact, il y avait aucune information disponible. Donc en fait, on a une étude sur 301 patients, pas 302. Et le bras de traitement Impact, il comprenait 149 patients et le PASEO 152 patients. Ensuite, concernant les caractéristiques démographiques des patients, on remarque surtout qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Pour le impact et le PASEO, c'est quasiment la même distribution entre le sexe, l'âge, uniquement une différence concernant l'usage de nicotine qui était supérieur dans le groupe impact. Sinon, pour les facteurs de risque, c'était quasiment la même chose.
Juste une remarque méthodo, le fait de calculer la p-value dans les critères démographiques, c'est très contestable parce que la randomisation normalement assure la comparabilité et donc il n'est pas nécessaire de vérifier cette comparabilité. D'accord. Donc ça, c'est discutable de maintenir ça. Question de forme. Ok. Ensuite, concernant les caractéristiques opératoires chez les patients, donc pareil, c'est très comparable, très similaire. La longueur totale traitée de la lésion ici, on voit dans l'impact, c'est 65 versus 74 dans le PASEO, pas de différence significative. La taille du vaisseau de référence, reference vessel diameter, pareil. Euh, pour tous les autres critères, la localisation de la lésion, les caractéristiques de la lésion, le fait qu'il y ait une prédilatation, la taille des ballons utilisés, bref, c'est un peu comparable dans les deux groupes. Pas de différence majeure. On revient. On remarque quand même que les lésions, bon, c'est ces genres d'études, hein, mais sont toutes les mêmes. Bon, c'est pas des lésions qu'on traite dans la vie quotidienne. Hein. C'est pas des lésions de 15-20 cm, c'est des lésions quand même relativement C'est long. courtes. Mais bon, qu'on retrouve dans toutes les études, c'est les mêmes. Ok. Ensuite, pour l'évolution, en fait, comment ça, c'est un organigramme qui va décrire un petit peu l'évolution, le parcours du patient dans l'étude. Donc, le patient, il est pris dans l'étude, ensuite distribué entre Impact ou Paseo. Donc, 150 chez Impact, 152 pour Paseo. On voit qu'il y a un mois, il restait 141 patients pour Impact et 149 pour Paseo. À 6 mois, 134 à Impact et 143 chez Paseo. Et au final, on avait les données à un an pour 128 patients pour le groupe Impact et 131 pour le groupe Paseo. Donc, pour les résultats des critères d'efficacité, donc les patients exclus, bien sûr, c'était ceux qui sont décédés, ceux qui avaient retiré leur consentement ou n'avaient pas eu d'évaluation de suivi, de consultation. Et dans le groupe Impact, 130 sur 134 des patients avaient l'absence de revascularisation de lésion cible. C'est-à-dire, il n'y a pas eu besoin d'aller revasculariser la lésion qu'ils avaient au départ. À... Ça, c'est à un an, si je ne me trompe pas, oui. Et par rapport à 137 patients sur 141 dans le groupe passé au 18. Et donc, l'hypothèse nulle d'infériorité a été rejetée avec une p-value de 2,36, soit 10 puissance moins 4. Donc, vraiment significatif. Donc, pas de différence entre les deux dispositifs concernant le critère d'efficacité. Ici, on a l'incidence cumulative de l'absence de revascularisation de la lésion cible. Donc, pareil, on voit que c'est très comparable. 97% pour le impact et 97% pour le PASEO. Donc, les courbes se superposent. Donc, on aura la même évolution. Pas besoin de réintervenir chez le même nombre de patients. Donc, dispositif vraiment comparable. Pour le critère de sûreté, de sécurité, donc pareil, ceux qui ont été exclus pour le critère d'efficacité sont exclus pour le critère de sécurité. Et dans le groupe témoin, il y a 96% des patients versus 95 dans l'autre groupe qui n'ont pas connu d'événements indésirables. Il n'y a eu aucune amputation majeure. Il y a eu 5 revascularisations du vaisseau cible dans le groupe témoin versus 6 dans le groupe étudié. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'intervenir sur le vaisseau, mais pas forcément sur la lésion qui était traitée au départ. Et l'hypothèse nulle d'infériorité a été également rejetée avec une p-value de 8,42 10 puissance moins 4, donc très significative. Et pareil ici, l'absence de résultats sécurité primaire, c'est-à-dire que on évalue ici la sécurité du dispositif avec l'absence d'événements post-opératoires. Donc 97% pour le groupe Impact versus 95 pour le groupe PASEO, deux chiffrements superposables, des courbes superposables. Et pour les critères d'évaluation secondaire, on avait la perméabilité primaire qui était évaluée. Et donc, dans le groupe Impact, il y a 98 sur 110 patients qui n'ont pas perdu de perméabilité. C'est-à-dire, ça fait 89,1% versus 88% dans le groupe PASEO. Et donc, l'hypothèse nulle d'égalité des proportions n'a pas été rejetée avec une p-value de 1. Donc, le taux de perméabilité, il est égal dans les deux groupes. Et ça, c'est une courbe, c'est un peu comme une courbe de survie qui va montrer justement l'évolution de la perméabilité primaire à un an dans l'utilisation des deux dispositifs. Et on voit que le taux de perméabilité, il est comparable dans les deux
dans les deux groupes. Ensuite, concernant les événements indésirables majeurs, il y avait 6 patients qui sont décédés la première année de suivi, 4 dans le groupe témoin, 2 dans le groupe étudié, ce qui fait des taux de survie de 97 contre 98% dans les deux groupes. Il n'y avait pas de décès qui était lié à l'utilisation des dispositifs. 11 patients ont eu besoin d'avoir une revascularisation du vaisseau cible au total, 5 dans le groupe Impact, 6 dans le groupe PASEO, et un patient du groupe PASEO a eu une thrombose au niveau de la lésion cible, et pas d'amputation majeure dans les deux groupes. Et ça, on va en parler. Donc, l'amélioration clinique soutenue chez les patients, on voit que c'est comparable dans les deux groupes, à 6 mois et à 12 mois. Pour le groupe, à 6 mois, on voit que c'est pareil, pas d'amputation majeure, en fait, sur tout le long de l'étude. L'absence de revascularisation du vaisseau cible, pareil, des chiffres comparables dans les deux groupes et aux deux périodes d'analyse. Et, l'absence d'évolution de stade dans la catégorie clinique Rutherford, pareil dans les deux groupes. Et pareil pour l'index bras-cheville, il n'a pas changé dans les deux groupes à 6 et 12 mois. Là, on voit l'évolution moyenne de l'index, du résultat d'index bras-cheville avant la procédure et à 1 mois de la procédure, à 6 mois et à 12 mois. Donc, on voit qu'il y a une nette amélioration du chiffre du résultat de l'index bras-cheville dans les deux groupes en post-opératoire après l'utilisation des deux ballons. Et on voit que ce chiffre d'amélioration se maintient au fil du temps. Ils sont quand même passés de 0,68 à 0,9, quasi normal, quoi. C'est pas mal. Pareil pour le stade clinique Rutherford. Donc, le baseline avant l'intervention, on voit qu'on a majoritairement des stades 3 et surtout des stades 3 majoritairement. Et on voit qu'à 1 mois, 6 mois et 12 mois, ben, la plupart des patients, ils ont carrément changé de stade. Ils sont passés du stade, majoritairement, on avait donc stade 3, on est passé à des stades 0 majoritairement dans la plupart dans tous les suivis à 1, 6 et 12 mois. Donc, un petit peu pour finir, faut savoir que cette étude elle fournit des données contrôlées, randomisées, qui vont éliminer l'effet de classe entre les deux groupes de différents types de ballons étudiés, et qui va fournir davantage de données prospectives sur la sécurité jusqu'à 5 ans concernant les dispositifs ou paclitaxel, dits à haute dose, c'est-à-dire qu'ils vont entre 3 et 3,5 microgrammes. Et le Impact a été sélectionné comme comparateur parce que c'était le premier ballon actif remboursé en Belgique et le plus largement utilisé et celui avec le plus de données et de la plus haute qualité disponible à l'époque où l'étude a été conçue. Et la comparaison des deux ballons actifs évalués est particulièrement intéressante car chacun a une formulation de revêtement qui est distincte. L'un est hydrophile, l'autre est hydrophobe. Et la majorité des essais précédemment publiés sur les ballons actifs ont été réalisés avec un médicament antiprolifératif, donc ce que je disais, lipophile, et des excipients hydrophiles, alors que l'excipient du Paceo, il est hydrophobe, c'est le BTHC. Et cet excipient, justement, il a été choisi pour sa capacité à pouvoir adhérer au ballon et il y a un faible nombre de particules qui est généré lors du passage en intravasculaire et avec une meilleure stabilité et des caractéristiques hydrophobes. Donc, il va empêcher la perte de substance lors de l'acheminement intravasculaire. Et pour finir, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit, que il n'y a pas de différence entre le Paseo et le Impact et qu'on a des chiffres à 1 an de sûreté et l'absence de nécessité de revasculariser la lésion cible et de perméabilité primaire qui sont comparables. Et ce sera tout. Merci. Très clair, merci. Des remarques, questions? Non. C'est clair. C'est des lésions assez courtes et puis majoritairement. Ça répond à cette question-là. Comme les autres études auparavant. Ce qui montre également qu'il ne faut pas être trop tard dans les investigations cliniques parce que il y a 4-5 ans, on demandait simplement une supériorité par rapport au ballon nu. Mais lorsqu'on arrive trop tard,
on demande une étude de non-infériorité, ce qui implique plus de patients et c'est plus difficile à mettre en œuvre en fait. Et puis les résultats sont difficiles également à obtenir. Mais bon, là, les résultats sont très bons. OK. Bon, merci beaucoup.